Alors, la victoire. L'Union européenne a accepté toutes les conditions de Trump. Les États-Unis continueront de protéger l'Europe contre la Russie et la Chine, et l'Europe renforcera sa propre puissance militaire. Sous notre parapluie, l'Europe ouvre complètement ses marchés aux États-Unis. Autrement dit, désormais, les 450 millions d'habitants du continent pourront acheter sans droit de douane d'excellents produits américains à bas prix, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. L'Europe investit dans les technologies américaines, achète des sources d'énergie américaines, paie 15% pour l'importation de ses propres marchandises et achète du matériel militaire pour elle-même et pour l'Ukraine. C'est une immense victoire pour Donald Trump. Pas une victoire sur l'Europe, mais une victoire parce que c'est la voie qu'il avait tracée pour notre pays. Ce n'est pas que l'Europe va mal ou qu'il va lui arriver quelque chose de mauvais. L'Europe va simplement commencer à vivre selon ses moyens. C'est la seule chose qui va se passer. De plus, nous avons exigé de nos partenaires et alliés qu'ils s'occupent de l'immigration islamique. Mais commençons par autre chose, par nos affaires intérieures, par la purification qui a marqué le début du renouveau de l'Amérique, de la restauration de l'Amérique. La CIA dispose d'informations selon lesquelles Poutine ne voulait pas du tout de Trump en 2016. Poutine voulait, même s'il a dit à quelqu'un « oui, ça m'est égal », mais en réalité, d'après tous les documents, il voulait Hillary. Pourquoi ? Le Kremlin avait-il des informations compromettantes sur elle ? Ils avaient en main un rapport médical et une correspondance avec des médecins prouvant qu'elle souffrait de graves troubles mentaux et qu'elle prenait de la drogue. Eh bien, il était écrit là-bas qu'il s'agissait de puissants tranquillisants. Elle ne peut ni être présidente, ni même présider une réunion. Un club de couture et de tricot dans un collège très ordinaire d'un quartier plutôt défavorisé. Mais nous avons déjà commencé à en parler dans la vidéo précédente. Oui, je tiens à rappeler que je pars aujourd'hui pour 10 jours, donc les émissions seront moins fréquentes. Il y en aura, je le promets, mais clairement pas tous les jours. En attendant, vous pouvez télécharger mon livre « Capitalisme sans teint » gratuitement. Le lien sera dans la description. Et le recevoir chaque jour gratuitement grâce à Non-Profit. Merci beaucoup. C'est-à-dire recevoir chaque jour de telles vidéos de 10 minutes avec des anecdotes historiques, des histoires, simplement de la philosophie divertissante. Eh bien, et maintenant ? Le directeur adjoint du FBI, Dan Bongino, a écrit hier « Le plus étrange de toi ». Je suis secoué parce que j'ai appris, a-t-il écrit. Je ne pourrai jamais effacer cela de ma mémoire. Qu'a-t-il donc appris qu'il ne pourra jamais effacer de la mémoire d'Epstein? Peut-être autre chose, peut-être Obama avec sa trahison, une trahison, au minimum des principes de notre République. Dan a continué. Hier, nous avons discuté du tweet mystérieux et viral de Dan Bongino. Il a déclaré qu'il ne serait plus le même après avoir découvert la corruption au sein du FBI, quelque chose de sombre et sinistre. Voici la publication. Vous pouvez voir qu'elle est vraiment devenue virale avec 21 millions de vues, 43 000 partages et 210 000 likes. Durant mon mandat de directeur adjoint du FBI, j'ai signalé à maintes reprises des événements qui se déroulaient à votre insu, mais qui étaient bien réels. Le directeur et moi sommes déterminés à éradiquer la corruption dans les organismes gouvernementaux et l'utilisation politique des forces de l'ordre et du renseignement. Faites attention à cette dernière partie, elle vous sera utile. C'est notre priorité. Mais ce que j'ai découvert au cours de nos enquêtes justifiées est nécessaire sur les questions susmentionnées, à savoir les opérations de renseignement et l'utilisation des forces de l'ordre fédéral contre des adversaires politiques, m'a profondément bouleversé. Nous ne pouvons pas gouverner la République ainsi. Ce que j'ai appris m'a changé à jamais. Nous mènerons ces enquêtes justes et légitimes conformément aux règles et à la loi. Nous obtiendrons les réponses méritées. Comme pour toute enquête, son issue est imprévisible, mais je vous promets une quête digne de la vérité. Pas ma vérité, pas votre vérité, mais la vérité. Que Dieu bénisse l'Amérique et ceux qui la protègent. Respectueusement, Dan Bongino.
Que peut-on en comprendre que c'était? Quelque chose en rapport? Avec les services de renseignement, avec la corruption au sommet des structures de pouvoir. Dans quel sens, nous ne pouvons que deviner. Et mon hypothèse, c'est que nos services de renseignement ont essayé d'éliminer physiquement les adversaires politiques d'Obama, Hillary, Biden, Kamala et tous les autres protégés de ce même pouvoir fasciste qu'ils construisaient aux États-Unis d'Amérique. Pour une raison quelconque, je pense que l'affaire Epstein est d'une certaine manière liée à tout cela. Je ne sais pas comment, mais je ne sais pas. Bien sûr, ce ne sont que des faits, mais j'ai le sentiment qu'il y a un lien, et je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment. Je voudrais rappeler que l'actuel directeur du FBR, Kash Patel, lorsqu'il travaillait au Congrès dans la commission de Devon Knowles, était la personne qui a découvert toute la vérité sur la tromperie des démocrates du pays. Il a découvert que la piste russe menait à Hillary et non à Trump. Il a découvert à qui elle et le comité central du Parti démocrate avaient payé pour obtenir des saletés sur Trump, mais pas pour découvrir des saletés, plutôt pour en inventer. Ce sont des fonctions différentes. Et maintenant, c'est lui qui dirige l'enquête au sein du FBI. Vous vous souvenez, il y avait des plaintes dans tout le pays. Poutine aide Trump. Il s'est avéré que c'était tout le contraire. La Russie préférait Hillary. Cet article renvoie vers d'autres sources. Ici. Cet article fait référence à une source sur le fait que l'évaluation de la communauté du renseignement était fausse, que tout était à l'opposé. Par exemple, ici, dans cet article très long et très détaillé, ils expliquent en détail comment cette évaluation de la communauté du renseignement. Ils tentaient de dépeindre les républicains comme un parti soutenu par le Kremlin, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Et c'est un article long et captivant, je vous recommande de le lire, le lien est juste là. Sur votre écran, une édition fantastique. Il plonge profondément dans les sources, ici selon l'évaluation de la communauté du renseignement. Et comment John Brennan, Comey et Barack Obama, avec Hillary Clinton, ont accusé le président Trump alors qu'en réalité c'était tout le contraire. Ce qu'ils ont fait, c'est utiliser des espions russes. Aujourd'hui, il existe des preuves et des documents montrant que les démocrates ont utilisé le service fédéral de sécurité. Ce sont bien les 3 bonnes lettres, je le dis, pas américaines, mais 3 lettres russes. Que les démocrates ont conclu un accord criminel avec eux, comme autrefois Teddy, le frère Kennedy qui avait survécu. Le sénateur a envoyé à Moscou son ami, le sénateur Tommy, avec une proposition de lutter ensemble, le KGB de l'Union des républiques socialistes soviétiques et le Parti démocrate des États-Unis contre Ronald Reagan. Il proposait de persuader les Américains que le KGB n'est pas l'ennemi, mais que ce sont les républicains qui sont les véritables ennemis de l'Amérique. L'histoire est une chose merveilleuse, vraiment, oui, plutôt la véritable histoire, et non celle que les vainqueurs réécrivent ensuite. Vous comprenez, cela montre qu'en réalité, c'est Hillary qui utilisait les coins qu'en dire les Russes saints. Les Russes les préféraient Hillary, les Russes donc voulaient Hillary et elle le sait. Elle paie des espions russes pour qu'ils rédigent un dossier sur Donald Trump. C'est de cela que parle Dan Bongino. Maintenant, nous n'avons aucune information, parce que Dan Bongino travaille en dehors de la salle secrète. Il travaille à l'intérieur de la salle secrète, évidemment en consultant ses documents et les dossiers sur Russiagate. Mais Dan Bongino est un acteur clé dans ce groupe d'intervention, et c'est l'essentiel, Dan Bongino l'a confirmé. Ce passage concerne Hillary Clinton, maintenant qui donne les documents à Dan Bongino. Dan Radcliffe, directeur de la CIA, Dan, ce n'est pas une correction. Dan Radcliffe, John Radcliffe, Dan Bongino, John Radcliffe, directeur de la CIA, transmet ses documents à Dan Bongino. Et voilà que Radcliffe, ce matin, dit qu'il est tout à fait possible qu'Hillary Clinton se retrouve en prison pour cela. Un extrait incroyable. Radcliffe, le directeur de la CIA, là-bas c'est un vrai chaos. Les documents sont retirés de la CIA et transmis à une équipe spéciale dirigée justement par Bongino.
C'est une coopération absolument sans précédent entre les agences pour qu'au lieu de faire leur propre analyse, elles envoient l'analyse à une agence voisine. Je crois que cela n'est encore jamais arrivé. Alors, à nouveau Maria. Donc Bartholomew et John Radcliffe discutent du choc de Banjin. Il y a encore une possibilité de mise en accusation. Il y a encore une possibilité d'accusation, de poursuite potentielle, de tenir pour responsables ceux qui ont peut-être menti sous serment, comme John Brennan, James Comey et potentiellement Hillary Clinton. C'est pourquoi j'ai fait les recommandations que j'ai faites, tout comme le directeur du renseignement national Gabbard. Et pourquoi ? Nous continuerons à partager les renseignements qui soutiendront la capacité de notre ministère de la Justice à porter des accusations justes et fondées contre ceux qui ont commis cette fraude contre le peuple américain. Et c'est une tâche sur notre pays. Et voici une autre discussion sur le tweet de Manchin. Trump, Russie, raid à Mar-a-Lago. Pourquoi ? Dans quel but ? Qui ? Je pense vraiment que l'une des choses qu'ils avaient là-bas était... Je pense vraiment que l'une des choses qu'ils avaient là-bas, c'était pendre des documents sur la supercherie russe provenant de la CIA, montrant la culpabilité de la CIA et du FBI. Il y a eu de nombreuses enquêtes. Le directeur Radcliffe, l'ancien directeur du renseignement national Radcliffe, en a parlé. Je pense que c'est probablement l'une de ces choses qu'ils pouvaient avoir là-bas, parce qu'il a ordonné leur déclassification. Le fait que le ministère de la Justice n'ait pas terminé le processus pour permettre une diffusion plus large de ces documents en tant que documents déclassifiés ne rend pas ces documents moins importants. Donc, vous parlez des documents originaux du Spygate, des documents originaux qui ont lancé toute l'opération qui est devenue le Russiagate, qui est devenu le dossier et tout le reste. Nous parlons des communications électroniques originales et de tout le reste qui a été obtenu à l'époque. Et ça, quand vous travaillez avec les différentes unités, vous travaillez avec Kashem Patel et beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, je pense au regretté grand Rich Higgins. Par exemple, l'enquête sur ce que la CIA faisait réellement et les preuves qu'ils ont examinées pour conclure que la Russie voulait que Trump gagne les élections. En 2016, il y a une énorme quantité de documentation montrant les abus et la culpabilité. Ils ont sélectionné les informations de manière sélective pour arriver à une conclusion, tandis qu'une quantité écrasante de preuves allant dans l'autre sens a été laissée de côté. C'était la situation du directeur Radcliffe. Cela met en cause la CIA et le FBI. Autrement dit, une avalanche de documents arrive, démolissant tous les arguments du Parti démocrate américain. Voici en fait comment tout a commencé, raconte Kash Patel. Et toutes ces choses ont commencé à s'assembler d'une manière très inhabituelle. J'ai informé Dave Vann que nous suivons l'argent et que le comité national démocrate et Hillary ont financé cela. À 9h, un jour de semaine, il me regarde et me dit « Kash, si tu comptes commencer à boire maintenant, sors de mon bureau. » Tout se résume toujours à l'argent, et c'est la chose la plus simple à suivre, parce qu'il faut bien le documenter ou le déplacer d'une manière ou d'une autre. Nous avons pu, conformément à l'autorisation du juge, nous permettre, à moi et à un autre collègue, de visiter les banques des avocats et de consulter les dossiers lors d'une séance à huis clos. Et il ne nous était pas permis de révéler à qui que ce soit ce que nous avions consulté. Ensuite, enfin, à la veille du prononcé des décisions du tribunal, Fusion a révélé que Christopher Steele avait été payé par le comité national du Parti démocrate lui-même. Il y avait des noms qui finiraient par devenir connus, qui recevaient de l'argent de Fusion, des noms qui sont maintenant connus, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Nellie Orr, l'épouse de Bruce Orr, recevait de l'argent de Fusion, comme nous l'avons appris, pour collecter des informations de renseignements sur la Russie et les transmettre ensuite au FBI. Nous avons pu découvrir que les avocats de Perkins Coie étaient l'un sur les avocats du comité national démocrate. Nellie, l'épouse de Bruce Orr, travaillait pour une entreprise à laquelle Perkins Coie était lié. Ils ont payé 10 millions de dollars, puis ils ont pris ces 10 millions de dollars et les ont payés. Ils ont versé 168 000 dollars à Christopher Steele pour trouver des informations compromettantes. Ils ont payé à Nellie Orr, je crois, 50 000 dollars pour ses recherches contre le président et sa fille. Et ils ont transmis tout cela directement au bureau, qu'il a ensuite utilisé dans le Foreign Intelligence Surveillance Act et dans l'enquête contre le président. Vous avez donc lié l'argent, les personnes et placé un parti politique au cœur de votre adversaire. C'est scandaleux.
Regardons cette saga à travers le prisme d'un avocat qui a travaillé avec Epstein, avec Trump, avec le Congrès, avec la Cour suprême, l'un des juristes les plus connus du pays, Alan Dershkovich. Vous avez représenté Jeffrey Epstein. Vous avez représenté Jeffrey Epstein en tant qu'avocat dans le passé. Vous avez représenté Donald Trump en tant qu'avocat dans le passé. Lequel de ces noms vous a coûté le plus d'amis ? C'est une question difficile. Je pense que Donald Trump. Sur Martha's Vineyard, à cause de Trump, j'ai perdu beaucoup d'amis. Dès que j'ai commencé à incarner Trump, j'ai été banni. Mes livres ne se vendaient pas à la foire du livre, je ne pouvais pas intervenir à la synagogue réformée locale, on ne m'invitait pas au centre communautaire, la bibliothèque m'a banni. On m'a traité comme Joseph McCarthy traitait les communistes, mais en pire, parce que le macartisme ne s'en prenait pas aux enfants. Ils s'en sont pris à mes enfants et à mes petits-enfants. Ma femme est devenue une victime, ma petite fille est devenue une victime, ma fille est devenue une victime. Les gens disent « Vous êtes parents avec Alan Dershowitz qui a défendu Trump. Nous ne voulons pas être associés à vous. » Vous savez, j'ai des petits-enfants et des enfants qui sont des professionnels, et cela a affecté leur carrière, tout comme ma vie. Un jour, ma femme est entrée dans la salle de sport, et l'une des femmes qui s'y trouvait est sortie et a dit « Je ne peux pas être dans la même salle de sport que la femme. » Alan Dershowitz. Et il a été démocrate toute sa vie. Il a défendu des meurtriers, des détourneurs de fonds, des querelles politiques, des manipulations financières. Il était le chouchou de la presse, invité à des soirées mondaines, à des rencontres avec des présidents. Il prononçait des discours dans les universités. Tout a changé le jour où il a accepté la proposition de Trump d'être son avocat, d'être même pas vraiment son avocat, mais de faire partie de son équipe juridique. Alan racontait, un jour je l'ai entendu en interview, il disait que ses amis de longue date raccrochaient quand il appelait. C'était après qu'il ait dit qu'il allait aider Trump lors de la procédure de destitution. Il racontait comment on lui annonçait l'annulation des cours qu'il donnait, des conférences, et comment ses clients commençaient à le quitter. Et il a dit qu'il n'aurait jamais pu imaginer que chez les libéraux gentils, doux et compatissants, il pouvait y avoir autant de venin et de haine. Je ne sais pas si Dershowitz est passé chez les Républicains, je pense que non, mais il a certainement quitté le Parti démocrate. Vous savez, j'ai représenté O.J. Simpson. Vous savez, j'ai représenté O.J. Simpson, j'ai représenté Klaus von Bülow et Bill Clinton, pour ainsi dire. J'ai représenté Bill Clinton et Ted Kennedy pour une accusation de meurtre sans que cela ne pose problème. Mais Donald Trump, c'était la fin du monde. C'était comme si je ne représentais pas seulement Adolf Hitler, mais que je soutenais réellement sa politique. Sa femme, ses enfants, ses petits-enfants n'étaient plus invités au mariage et aux anniversaires. D'ailleurs, avez-vous remarqué que les partisans russophones du Parti démocrate ont la même haine tenace et le même désir de blesser ceux avec qui ils ne sont pas d'accord sur des questions économiques ou politiques ? Aidez-moi à clarifier quelque chose. Vous avez mentionné dans l'émission de Sean Spicer qu'il existe une liste d'Epstein. Dans l'émission de Chris Cuomo, vous avez dit qu'il n'y a pas de liste que Trump ou Bundy pourraient obtenir, même s'ils le voulaient, Krantz. Mais il existe une liste de victimes, d'accusateurs et d'accusés dans le district sud de New York. Aidez-moi à clarifier cela et pourquoi Pam Bondi ne peut-elle pas y accéder facilement ? Eh bien, le juge les a scellés, et le juge a scellé de nombreux documents en affirmant qu'il voulait protéger les victimes. Mais permettez-moi de vous raconter deux histoires. L'une concerne une femme nommée Sarah Ransom, qui affirme être une victime. Elle a écrit 50 lettres à Maureen Callahan, une journaliste du New York Post, en disant qu'elle avait des enregistrements vidéo avec Donald Trump et Hillary Clinton. C'était à la veille de l'élection de 2016 avec Donald Trump, Bill Clinton et d'autres, comme Richard Branson. Tout le monde a des relations sexuelles avec des enfants. Elle dit qu'elle a des enregistrements vidéo, elle en a envoyé une copie en Russie pour se protéger. Alors ils ont mené une enquête et ont découvert. Bien sûr, elle avait tout inventé. Finalement, elle a avoué. Donc si vous ne publiez que des accusations, vous obtiendrez des accusations, mais pas de réponse complète. Il en va de même pour une femme nommée Maria Farmer, qui a été montrée et citée dans
C'est une femme qui a inventé des histoires sur des choses qu'elle ne pouvait pas voir, parce qu'elles se sont produites des années après qu'elle ait quitté la situation avec Epstein. Et cette femme qui a nié l'Holocauste disait que les Juifs tuaient les Allemands et que les Allemands ne tuaient pas les Juifs. Elle est partisane des protocoles des sages de Sion, elle déteste tous ceux qui sont juifs, et pourtant son nom, elle accusait des gens. Et c'est pourquoi on ne peut pas simplement avoir une liste d'accusés sans une liste d'accusateurs, et les raisons pour lesquelles il ne faut pas leur faire confiance. Il existe une liste qui comprend Shimon Peres, ancien Premier ministre d'Israël, un autre ancien Premier ministre, Ehud Barak, ainsi que des philanthropes juifs connus. Des listes antisémites ont déjà été proposées par le passé. Il est donc facile d'en laisser une trace. La liste de Jeffrey Epstein n'existe pas. Il n'y a qu'un seul entretien mené par le FBI auquel ils n'ont pas cru. Le FBI n'a pas accordé d'importance à ces entretiens, mais ils les ont. Des listes de noms, et les noms ont été censurés, mais je sais qui ils sont parce que j'ai mené ma propre enquête. Et, par exemple, dans l'une des listes, il y a le nom de George Mitchell, ancien chef de la majorité au Sénat, et Bill Richardson, ancien ambassadeur à l'Organisation des Nations Unies. Ces noms sont sur la liste. Mais ces accusations sont-elles crédibles? Nous l'ignorons. Et c'est pourquoi nous ne devons pas simplement protéger les prétendues victimes, car certaines de ces victimes sont des criminels. Par exemple, Sarah Ransom et Maria Farmer sont des criminels. Ce sont de faux témoins. Elles devraient être en prison. Et plusieurs agents du FBI disent aussi que les démocrates ont travaillé sur la liste pour y ajouter ceux qu'ils voulaient et en retirer ceux qu'ils ne voulaient pas. Voilà comment s'y retrouver. Vous pas. Vous avez dit que vous n'aviez rien vu qui relie Donald Trump au crime ou au fétiche d'Epstein. L'avocat David Shawn a déclaré qu'il n'avait rien vu qui relie Trump au crime d'Epstein. L'avocat qui représentait 20 victimes d'Epstein a pris la parole et a déclaré qu'il n'avait personnellement rien vu qui relie Trump au crime d'Epstein. Nous savons qu'ils évoluaient dans des cercles similaires. Mais est-ce que les grands médias et peut-être les démocrates, pas tous les démocrates, utilisent cela comme une arme contre Donald Trump, puisqu'il est sans dans le bureau ovale? Il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, c'est international. J'ai participé à une émission en Inde et ils ont essayé de mentir sur Donald Trump, je les ai arrêtés. J'ai participé à une émission en Russie et ils ont essayé de mentir sur Donald Trump. C'est devenu une tentative mondiale de s'en prendre à Trump. Vous savez, j'ai écrit un livre il y a quelques années intitulé « Démolir Trump » et il parle des tentatives d'utiliser le système judiciaire à des fins politiques. Se pourrait-il que tout soit en réalité complètement différent de ce qu'on nous raconte, tout simplement ? Donc, aucune conclusion pour l'instant, tant que tout ne sera pas mis sur la table et confirmé. Sinon, je serai comme ceux qui pensent que les Juifs égorgent des enfants paysans pour mélanger leur sang dans la matzah. D'ailleurs, je crois qu'on ment sur Trump. Eh bien, presque autant que la fécondation in vitro, et surtout, c'est à peu près la même chose, à la seule différence près de la matzah avec le sang des enfants chrétiens. Il ne mange pas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il est en train de refaire le monde. Nous avons réussi à conclure un accord qui satisfait pleinement les deux parties. Donc c'est un accord très puissant. Selon cet accord préliminaire, un tarif général de 15% s'appliquera à la plupart des produits de l'Union européenne entrant aux États-Unis, tandis que le tarif de 50% sur l'acier et l'aluminium restera en vigueur. De plus, M. Trump a déclaré que l'Union européenne avait accepté d'acheter environ 750 milliards de dollars d'énergie américaine et d'investir encore des centaines de milliards de dollars. Un tarif général beaucoup plus élevé de 30% devait entrer en vigueur plus tard cette semaine. L'Union européenne va accepter d'acheter de l'énergie aux États-Unis pour un montant de 750 milliards. De l'énergie pour un montant de 750 milliards de dollars. C'est un coup porté à la Russie, comme vous le comprenez. Ils vont accepter d'investir aux États-Unis 600 milliards de dollars de plus que ce qu'ils investissent déjà.
Donc, ils investissent une grosse somme d'argent. Cette somme, vous savez, elle est très importante, mais Ils vont investir 600 milliards de dollars supplémentaires. J'irais même jusqu'à dire que l'Europe veut avoir des droits sur l'intelligence artificielle, dont le centre devient notre Pennsylvanie. ils acceptent de s'ouvrir. Ils acceptent d'ouvrir leur pays à... Au commerce, avec un tarif zéro, donc c'est un facteur très important, l'ouverture de leur pays. Tous les pays seront ouverts au commerce avec les États-Unis, avec un tarif zéro. Nous pourrons importer des marchandises en Europe sans droit de douane. C'est une aide et un soutien énorme pour les producteurs américains. Je soupçonne que c'est le prix à payer parce que, comme je l'ai déjà dit au tout début, pour le fait que nous les protégeons, je n'ai pas encore très bien compris la situation avec les voitures. Il est possible qu'ils nous imposent 15% et que nous leur imposions aussi 15%. Pour les autres marchandises, ce sera 0%. Mais je peux me tromper à ce sujet. Nous avons un accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde. Et c'est une grande affaire, c'est une affaire énorme. Cela apportera de la stabilité et de la prévisibilité, ce qui est crucial pour nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique. C'est 15% de droits de douane sur tous les secteurs, tout compris. Les investissements que Monsieur le Président vient de décrire iront aux États-Unis ainsi qu'aux acheteurs là-bas. En effet, selon Le marché européen est ouvert, représentant 450 millions de personnes. Monsieur, donc c'est une bonne affaire, c'est une affaire énorme. Oui, les négociations ont été difficiles. Je le savais depuis le début et c'était vraiment très compliqué, mais nous sommes arrivés à de bonnes conclusions de votre côté. Encore une fois, félicitations et merci beaucoup. Et que se passe-t-il au sein même du Parti démocrate? Qu'est-ce qu'ils disent eux-mêmes? Pensent-ils que tout va parfaitement bien? Ou bien est-ce la panique, comme on dit, il faut fuir, s'enrouler dans un drap blanc et ramper jusqu'au cimetière? Nouveau sondage montre que les démocrates obtiennent le taux d'approbation le plus bas parmi les électeurs depuis 35 ans, tandis que les républicains les devancent de près de 20 points. Dans quelle mesure cela devrait-il être un signal d'alarme pour les démocrates à un an des élections de mi-mandat et que peuvent-ils faire pour améliorer leur image auprès des électeurs? C'est un signal d'alarme généralisé, pas seulement un drapeau rouge, mais une alerte rouge éclatante que les démocrates ne devraient pas négliger. Je dis cela en pensant à quel point les gens sont en colère parce que les démocrates se sont présentés aux élections de 2024 avec une plateforme axée sur le danger que représente Donald Trump. Je pense qu'il est important que les démocrates écoutent cela et revoient leurs actions. Même leur traitement des candidats qui génèrent un véritable intérêt des électeurs et accroissent la participation électorale. Je parle bien sûr de Zakrana Mamdani, candidate démocrate à la mairie de New York. Le fait que les démocrates n'aient pas apporté un soutien massif à sa campagne, puis aient vu des sondages qui les ont déçus, signifie qu'ils doivent se remettre en question. Non seulement en réponse à Donald Trump, mais aussi en attirant de jeunes candidates qui élargissent la base et suscitent l'enthousiasme du public. Parce que c'est exactement ce dont ils auront cruellement besoin en 2026. Maintenant, peut-être que je suis idiot ici, parce que je ne vois pas de chiffres qui me diraient mais qu'il est dans l'intérêt des démocrates de soutenir et de parrainer un candidat comme M. Mamdani, qui est clairement communiste socialiste. Appelez-le comme vous voulez. Il est un exemple flagrant de politique et de mesures qui ne favorisent pas le soutien et la prospérité des gens dans notre pays. Et toute l'histoire a montré que les pays communistes et socialistes ne sont pas la forme de gouvernement la plus réussie. Cela n'enrichit pas les gens. En réalité, cela réduit les gens en esclavage du gouvernement, ce dont les Américains n'ont vraiment pas besoin actuellement. Position intéressante sur les démocrates. Nos actions nous ont menés à une situation terrible, alors continuons à faire exactement la même chose pour corriger cette situation catastrophique. Eh bien, il y a un certain sens dans ce qui le... Votre parti, le Parti démocrate, a publié sur Twitter ou X ces derniers jours un graphique qui montrait une forte augmentation des prix des produits alimentaires. La Maison-Blanche a repris ce graphique démocrate et l'a exactement repartagé pour montrer que la majorité des hausses de prix sur ce graphique ont eu lieu sous l'administration Biden.
Ensuite, donc, les démocrates ont retiré la publication. Je me demande donc, à votre avis, est-ce que les démocrates ont compris leurs problèmes, tant en matière de communication qu'en reconnaissant que l'inflation à l'époque de Biden, par exemple, est l'une des raisons pour lesquelles votre parti n'est pas au pouvoir? Oui, je pense que c'est juste. Il y a eu de l'inflation sous Biden. J'ai suivi ça de près. Vous savez, je connais le prix du bœuf, des œufs et du lait, là où Gabi et moi faisons nos courses à Tucson, en Arizona. Ils ont augmenté pendant l'administration Biden, ils ont encore plus augmenté. Vous savez, les prix vont monter et descendre, mais je pense qu'il est important que les Américains sachent que la politique tarifaire de Donald Trump va très probablement augmenter les coûts. Cela prendra du temps en raison des chaînes d'approvisionnement. Des choses qui arrivent, vous savez, dans certains cas du monde entier. Les démocrates font toujours peur avec ce qui pourrait arriver à cause de Trump. Et puis, quand cela n'arrive pas, ils inventent autre chose. Et son commerce? Sa politique. Sa politique commerciale pour mes électeurs. En Arizona, il y a beaucoup de marchandises qui traversent la frontière sud. Des produits agricoles qui créent des milliers et des milliers d'emplois non seulement en Arizona, mais aussi dans l'État du Texas. Et maintenant, nous faisons face à une perte importante d'emplois. Donc quand vous pensez que l'inflation est un problème pour la famille, la perte d'emploi est un problème encore plus grave. Et nous essayons de comprendre comment gérer cela avec cette administration. J'ai discuté avec le ministre du Commerce concernant certains de ces tarifs, mais nous n'avons pas eu la réponse espérée. Encore une fois, vous verrez ce qui va se passer. Vous pensez que c'était mauvais sous Biden, attendez de voir à quel point ça va empirer. Très bientôt, ce sera encore pire. Ça ressemble à « Laissez-moi vous protéger de ce bandit, parce qu'il est encore pire que moi ». Au fait, avez-vous remarqué que les russophones et les ukrainophones, ceux qui parlent, je ne veux pas dire les têtes, les haineux de notre pays, disent la même chose. Ce sera encore pire. Encore pire. Il semble qu'un nouveau sondage sorte toutes les quelques semaines. Il semble que toutes les quelques semaines, un nouveau sondage indique que les démocrates atteignent leur niveau historiquement le plus bas. Le dernier vient de sortir. Le taux d'approbation des démocrates a atteint un niveau historiquement bas, avec 63% des électeurs ayant une opinion défavorable du parti. Que doit faire votre parti pour résoudre cette situation? Mon avis sur ce sondage concernant les démocrates, oui, nous sommes à nouveau en disgrâce. Ce que je vois et entends de la part de mes électeurs, que ce soit lorsque je réponds au téléphone dans mon bureau ou quand je suis au supermarché. Tout le monde est inquiet, bouleversé, agité. Ils s'inquiètent du gaz, ils s'inquiètent des crimes de guerre en Ukraine. C'est-à-dire cette mégère-là, elle affirme qu'un électricien américain, un kinésithérapeute, un vendeur dans un magasin, un chauffeur de bus scolaire, s'inquiètent des crimes de guerre en Ukraine et non des affaires de leur propre famille. Et c'est pourquoi le taux de popularité du Parti démocrate est si bas. Et on t'a demandé pourquoi le taux de popularité du Parti démocrate est si bas. Elle nous a répondu que les gens sont nerveux à cause des crimes en Ukraine. Vraiment, les démocrates sont des idiots? Ou peut-être mentent-ils simplement? Ils s'inquiètent aussi maintenant de choses dont ils ne se souciaient pas auparavant. Medicaid. Des dizaines de milliers de mes électeurs risquent de perdre le soutien de Medicaid, que ce soit à cause d'une dépendance ou pour leur enfant handicapé. Alors ils s'inquiètent de choses dont ils n'avaient pas à se soucier auparavant et ils voient un président qui ne résout pas les grands problèmes, dont certains sont vraiment créés de toutes pièces. Donc, c'est-à-dire que les citoyens américains ne font pas confiance aux démocrates parce que les républicains les rendent nerveux. Vous comprenez quelque chose? Donc les journalistes crétins restent assis comme des pantins vides, comme une peau de banane, ou comment ça s'appelle, une écorce, et ils se taisent. Écoutons Devor Darkins, un animateur populaire avec 1 million d'abonnés. La raison pour laquelle les démocrates ont un faible taux d'approbation n'a rien à voir avec ce qu'elle vient de dire ou ce que le sénateur Mark Kelly vient de dire. Cela est dû à la radicalisation de leur base durant la dernière décennie. Pensez à la façon dont ils s'adressent constamment à leurs électeurs.
Il continue de leur dire que le président Trump est une menace existentielle pour notre démocratie, qu'il est Hitler, qu'il va brûler ce pays et nous mener à la faillite. Et puisque rien de tout cela ne s'est réellement produit. Et même s'ils croient que cela s'est produit, ce qui est encore pire, que peuvent physiquement faire les démocrates à ce sujet? C'est ça, donc les démocrates se sont mis dans une position où ils ne peuvent pas confirmer ce qu'ils disaient. Et c'est pourquoi leur taux d'approbation sera bas, et restera bas pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils changent leur discours. Mais pour l'instant, leur message continue d'être une lutte acharnée contre le président Trump sur tous les sujets. Au lieu de se battre pour les citoyens américains et de chercher des moyens de travailler avec le président Trump de manière bipartite afin d'apporter de vraies solutions au peuple américain. Eh bien, voilà une personne normale, pas une marionnette givrée, ni un menteur poli avec un sourire figé. On ne peut pas surpasser Donald Trump dans son propre style. Et vous ne pouvez pas surpasser Donald Trump. Ça ne marchera pas. C'est exactement pourquoi le Parti démocrate a les pires résultats à travers tout le pays de toute son histoire. Il y a plus de gens qui ne les aiment pas, qui s'opposent à eux, qui refusent de voter pour eux, qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Et il y a 3 groupes qui les ont quittés. Les jeunes électeurs qui soutenaient tellement le Parti démocrate détestent cette négativité, et les jeunes hommes se tournent vers le Parti républicain. Le deuxième groupe est celui des latino-américains. Il y a presque 2 fois plus d'électeurs latino-américains qu'afro-américains, et bientôt ils seront 2 fois plus nombreux. Une fois de plus, la majorité des hommes latino-américains ont voté pour Trump, du jamais vu. Le troisième groupe, les syndicats organisés, où portent-ils leur attention? Les démocrates étaient organisationnellement liés aux syndicats depuis longtemps. Les électeurs interpellent les politiciens. Pourquoi parler des personnes transgenres et soulever des questions sociales éloignées de notre réalité? Concentrez-vous plutôt sur nous. 3 groupes importants pour la coalition démocrate les ont quittés. Bien que non républicains et pas entièrement en faveur de Trump, malgré avoir voté pour lui, ils accordent une chance à un autre pays. Et aucune négativité, aucun coup au visage ne les ramènera. Expliquez cela aux bouches parlantes de l'Internet russophone. Au fait, savez-vous qui salit Trump avec la boue la plus crasseuse? Vous avez deviné les Ukrainiens, ceux pour qui Trump est aussi vital que l'air, comme le seul sauveur. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher de dire des saletés et des méchancetés crasseuses. Parce que c'est comme ça que nous sommes. Nous sortons face au vent, nous ouvrons la braguette et nous urinons contre le vent, parce que nous ne pouvons rien y faire. Ils agissent ainsi pour faire souffrir Trump encore plus. D'ailleurs, que disent les démocrates à propos des crimes selon la légende liée à la légende des liens de Trump avec le Kremlin? L'évaluation du comité du renseignement a omis l'élément le plus important du rapport, qui contredisait fortement les principales conclusions sur les intentions de Poutine. L'évaluation ne contenait pas une information importante. Un proche de confiance de Poutine a informé un contact sensible que, je cite, « Poutine a déclaré qu'il se souciait peu du résultat des élections. Poutine affirmait que la Russie est stratégiquement positionnée pour surpasser n'importe lequel d'entre eux. » Alors pourquoi le comité du renseignement a-t-il exclu une telle information de son évaluation? Shannon, soyons clairs, il n'y a aucune nouvelle information, absolument aucune. Les informations présentes dans les comités du renseignement de la Chambre des représentants et du Sénat sont nouvelles pour vous, mais elles étaient déjà accessibles au comité du renseignement de la Chambre, y compris en 2017, 2018, 2019 et 2020, lorsque toutes ces enquêtes et examens ont été menés sous la première administration Trump. Soyons très clairs, nous ne pouvons confondre ni ce qui se passe réellement ici, ni ces accusations, n'est-ce pas? La collusion diffère de l'affirmation d'une préférence évidente de la Russie, un consensus bipartisan existant depuis de nombreuses années et toujours d'actualité. Le cas où Poutine a dit qu'il n'avait pas de préférence, comment pouvait-il conclure qu'il avait pris une position miraculeuse si cela avait été intentionnellement exclu de l'évaluation où il avait dit ne pas avoir de préférence? Rien n'a été spécialement caché ou dissimulé. Ces informations étaient disponibles depuis de nombreuses années. Genre... Personne n'a rien caché non plus. Eh bien, c'est un peu comme « Que fait ta main dans mon sac et ma main dans ton sac? C'est ton sac qui s'est jeté sur ma main tout seul. »
Et voici la journaliste très à gauche et le sénateur Lindsey Graham. L'ancien président Obama s'est exprimé par l'intermédiaire de son porte-parole. L'ancien président Obama s'est exprimé par l'intermédiaire de son porte-parole. Il dit « C'est tout simplement faux ». J'ai discuté avec Susan Miller, ex-responsable de la CIA, qui a participé à la supervision de l'évaluation de 2017 sur l'ingérence russe. Elle dit « C'est complètement faux qu'Obama ou qui que ce soit d'autre leur ait demandé de modifier ou d'influencer leur enquête. Selon elle, une républicaine, ils auraient tous démissionné si cela s'était produit. Sénatrice, essayez-vous de réécrire l'histoire pour détourner l'attention de l'affaire Epstein? Non, j'essaye de vous faire savoir, à vous et aux médias, que nous avons découvert quelque chose que nous ne savions pas auparavant. Après tout, je ne demande pas à accuser le président Obama de trahison, mais je demande une enquête. Monsieur Miller a également déclaré qu'il n'y avait aucune preuve crédible que le président Trump était conspiré avec les Russes Godami. Pendant des mois, des jours et des semaines, les gens ont vécu dans un monde à l'envers, suivant le récit de Mueller, que Trump était de mèche avec les Russes, que la campagne électorale de Trump collaborait avec les Russes. Les seules personnes qui conspiraient un temps avec les Russes étaient un temps l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Et Christopher Steele qui a créé un dossier pour obtenir des mandats contre Carter Page sur la base de mensonges et de tromperies. Arrêtons-nous ici, encore une fois. Je ne serai pas là pendant 10 jours, mais peut-être que je pourrai enregistrer des vidéos même pendant le voyage. Eh bien sûr, pas tous les jours. Merci à tous ceux qui ont écouté, à tous ceux qui sont revenus écouter d'autres vidéos, à tous ceux qui se sont abonnés et surtout à ceux qui ont partagé, comme on dit, avec leurs amis. La chaîne grandit. Depuis le 7 novembre, il y avait 109 000 abonnés. Aujourd'hui, il y en a 262 000. Cela fait 582 personnes qui se sont abonnées chaque jour. Merci pour votre confiance. Je vous promets que, même si je peux bien sûr me tromper, je ne vous tromperai jamais intentionnellement. Oui, il m'arrive parfois de jurer. Il y a plusieurs catégories de personnes que je n'aime vraiment pas. Les imbéciles, les pseudo-intellectuels et les menteurs. Eh bien, c'est-à-dire à peu près 98% de la population de la planète. Mais j'adore les 2% restants. Alors, merci à vous d'exister. À bientôt. À bientôt. Sous-titres créés par